podcast.fr. L'interview de podcast.fr. Bonjour, c'est Claire de podcast.fr. Chaque semaine, je décortique les secrets des podcasts qui marchent. Aujourd'hui, Code Source avec Jules Lavie. Jules Lavie, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le rédacteur en chef des podcasts du Parisien qui sont au nombre de 2, Code Source et Crime Story. Aujourd'hui, on se concentre principalement sur Code Source, qui est donc un podcast d'actualité quotidien. Chaque jour, vous racontez un fait d'actualité par le prisme d'une histoire. C'est un podcast qui est très, très écouté, qui est écouté par environ 1,5 million de personnes par mois. Ce chiffre, c'est vraiment un chiffre toute plateforme confondue, donc qui comprend aussi les écoutes YouTube. Pour commencer cette interview, j'avais envie de vous demander de revenir un petit peu sur votre parcours en fait, puisque vous-même, vous êtes arrivé au Parisien après avoir travaillé 20 ans dans la radio, dont 15 ans chez France Info. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre la tête de ces podcasts pour le Parisien ? En fait, le Parisien a pensé à moi pour lancer les podcasts au Parisien, justement grâce à mon parcours, donc une vingtaine d'années à Radio France, 15 ans à France Info. Il se trouve que j'étais disponible à l'époque parce que j'avais travaillé sur un projet d'hebdomadaire papier en 2018 qui n'avait pas fonctionné. Le magazine ne s'était pas assez vendu en kiosque, donc du coup j'étais disponible. J'étais rédacteur en chef pigiste à l'époque. Le Parisien m'a appelé donc pour lancer le podcast quotidien d'actualité du titre, donc qui s'appelait Code Source. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Ce qui m'a séduit, c'est plusieurs choses. J'étais à l'époque abonné à 2 journaux, Le Parisien et le New York Times. Et donc, je suivais ce qui se passait du côté des États-Unis et du New York Times, donc le Daily, ce format quotidien de podcast d'information. Et ce qui m'a plu, en fait, dans la proposition du Parisien, c'est la clarté un peu de l'intention. Parce qu'en gros, on s'est dit, on va importer en France le modèle du Daily qui fonctionne bien. Et ça m'a plu parce que j'avais en tête le Daily. J'ai tout de suite vu à quoi ça pouvait ressembler, quel était l'intérêt du projet, l'importance qu'avaient pris les podcasts aussi aux États-Unis. Et donc, j'ai trouvé que c'était une chance formidable. Et puis aussi, quand on vient de la radio, le fait d'avoir 20 minutes pour développer un sujet par jour, c'est vraiment précieux parce qu'en radio, souvent, on est sur des formats 1-2 minutes quand on parle des reportages. Et donc ça m'a aussi beaucoup parlé. Le fait de pouvoir creuser une question d'actualité chaque jour sur une vingtaine de minutes. Quelle différence, justement, est-ce que vous voyez entre la conduite d'une interview podcast et d'une interview radio ? Comment est-ce que la radio, ça a aussi nourri votre pratique maintenant avec le podcast ? Alors, la différence principale pour ce qui est d'un podcast généraliste, c'est de scénariser plus possible, d'avoir une notion de narration dans le podcast par rapport à la radio. En fait, ce que je me suis dit au tout début de Code Source, quand on travaillait sur le projet en 2018, je voyais un peu 2 types de podcasts. Soit le podcast très thématique, je dis n'importe quoi, on va faire un podcast sur le basket universitaire américain ou sur un enjeu qui nous touche particulièrement, par exemple le féminisme. Et là, si on est sur un podcast très thématisé, on est tellement fan du sujet que forcément on va rester jusqu'au bout. Et je me suis dit, un podcast généraliste, il y a un gros risque que les gens n'aillent pas jusqu'au bout de tel ou tel épisode si le sujet leur parle pas. Et donc, ce qu'on s'est dit à ce moment-là dans l'équipe, c'est qu'il fallait faire du journalisme narratif, raconter des histoires aux gens, parce que quand on est pris dans un début d'histoire, 9 fois sur 10, vraiment, on va jusqu'au bout de l'histoire. Donc du coup, on a d'entrée essayé de raconter une histoire à chaque fois, de scénariser l'information pour que les gens aillent jusqu'au bout. Et donc vraiment là, aujourd'hui, dans mon esprit, il y a une différence très claire entre une interview qu'on pourrait faire dans une radio, même sur un format 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et le podcast qu'on fait chez Code Source, parce qu'à chaque fois, on est vraiment dans de la narration, en fait. Comment est-ce que, justement, vous choisissez vos sujets pour Code Source ? Alors, justement, en se disant, est-ce que c'est une vraie histoire ? Très, très souvent, il y a des sujets qui m'intéressent, mais c'est un peu le début. Déjà, on se dit qu'il n'y aura pas assez de choses à raconter sur 15-20 minutes, qu'on risque d'être un petit peu court. Et donc là, du coup, on attend que le sujet mûrisse un peu, qu'il y ait plus de choses à raconter sur ce sujet. Et donc, à chaque fois, on se demande, est-ce que c'est une vraie histoire ? Est-ce qu'il va y avoir une fin à cette histoire ? Parce que pour avoir une bonne histoire d'actualité, il faut qu'il y ait déjà une fin, même si c'est une fin provisoire. Très souvent, dans ce qu'on raconte dans Code Source, ce sont des fins provisoires. Et donc, on attend qu'il y ait suffisamment de choses à raconter. Aussi, que ce soit un sujet où le Parisien a une expertise. C'est important que ce soit des sujets d'actualité sur lesquels le Parisien a travaillé, parce que le but aussi indirect de Code Source, c'est de montrer comment les journalistes du Parisien travaillent et justement ce qu'ils ont à apporter sur tel ou tel fait d'actualité. Un podcast par jour, c'est un rythme qui est très soutenu. Comment est-ce que vous vous organisez ? Alors c'est vraiment en effet une question d'organisation, c'est vraiment la clé. Pour tout vous dire, au début c'était très difficile quand on s'est lancé en 2019.
sans l'expérience, sans aussi des fois des rôles clairs, des casquettes claires, c'était pas évident. Même si on avait le modèle du Daily du New York Times qui nous a bien guidés, ça aide beaucoup au début d'un projet. Dans le mode de fonctionnement, clairement, on n'était pas encore au niveau. Et avec le temps, avec les mois qui ont passé, on s'est tous beaucoup mieux organisés, les tâches ont été mieux réparties. Et le secret, en fait, c'est que chacun sache assez vite chaque matin ce qu'il a à faire. En résumé, pour faire un épisode de Code Source, c'est 2 jours de travail, et sauf qu'on en sort un par jour, donc c'est forcément une histoire d'organisation. À chaque fois, soit moi, soit Thibault Lambert, qui est producteur du podcast et qui présente aussi régulièrement Code Source, on travaille à fond un sujet d'actualité. On demande une documentation aux 4 documentalistes du Parisien. On a des documentations qui sont de, 70-80 pages sur tel ou tel sujet. On lit tout ça. Après, il y a une notion un peu de laisser décanter. Il faut un peu laisser retomber toutes ces infos qu'on a reçues. Et c'est là qu'on se demande, voilà, dans quel sens on va raconter l'histoire, quelle va être la fin, quel va être le début, quelle va être la narration. Et donc ça prend du temps. On écrit les questions, c'est souvent de l'ordre de 20-25 questions. Avec le temps, on s'est aperçu que pour faire 20 minutes, 25 questions, c'était un bon étiage. Et après, j'ai oublié une étape très importante, c'est le calage. C'est-à-dire qu'au tout départ, il faut trouver 1, 2, 3 journalistes du Parisien qui soient d'accord et disponibles pour être dans Code Source. Vraiment, ils disent tous oui, quasiment tout le temps en fait. Alors des fois, ils n'ont pas le temps, des fois on décale de 2-3 jours, mais vraiment l'ensemble de la rédaction du Parisien répond présent. Mais c'est une grosse étape, le calage, être au clair sur quel jour on fait le podcast. Et après, on enregistre. C'est souvent des entretiens qui durent 1 heure et qu'on ramène avec le montage à une vingtaine de minutes, 18, 19, 22 minutes. Et après, le jour où on va diffuser le sujet, là c'est une journée de réalisation, c'est-à-dire concrètement on a un ingénieur du son, Julien Moncouquiol, qui va habiller l'épisode, qui va le mettre en musique, en ondes, mettre des archives, mettre des musiques. Pareil, il y a un dialogue avec le producteur Thibault Lambert pour avoir à 18h un podcast qui soit fait du mieux possible, avec le moins d'erreurs possible. Ça peut nous arriver de faire des coquilles, comme on dit en presse écrite, et dans quel cas on peut toujours les modifier et re-uploader l'épisode. Est-ce que c'est un peu comme une course à la montre ou est-ce que c'est quand même un peu plus long qu'une course à la montre ? C'est un peu comme une course, mais de plus en plus sereine, on va dire. Très concrètement, au tout début de Code Source, en 2019, 2020, peut-être 2021, j'avais pas le temps de faire des déjeuners, comme on dit, avec des confrères. Vraiment très très dense, et plus ça va, plus en fait on s'habitue, on est rodé, on gagne du temps, on sait au fur et à mesure comment gagner du temps sans avoir de perte sur la qualité, parce que c'est très important que les gens soient satisfaits chaque jour. Mais avec l'expérience, là maintenant ça fait 7 ans, maintenant on a un peu plus de temps, donc c'est une course sereine, on va dire. Je le disais en début d'interview, vous êtes à 1,5 million d'écoutes par mois. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur justement l'évolution du podcast en termes d'écoute ? Est-ce que ça a décollé tout de suite ? Est-ce que ça a mis un petit peu de temps ? Alors en fait, c'est une lente progression constante. Grâce au fait qu'on est le podcast du Parisien, on a été tout de suite porté par les différentes plateformes du Parisien, leparisien.fr, l'application du Parisien, la chaîne YouTube du Parisien. Aujourd'hui, la chaîne YouTube du Parisien, c'est 2 millions d'abonnés. C'est aussi pour ça qu'on fait des bonnes audiences aussi sur YouTube, rien qu'en étant un podcast. Donc on a eu un niveau d'écoute assez important, assez vite. Et après, qui n'a fait que croître tout doucement. Par contre, c'est vraiment si on faisait une ligne, ce serait une pente très douce et constante qui continue de monter. Et ça me fait très plaisir parce qu'il y a une espèce de contrat de confiance dans mon esprit en tant que rédacteur en chef du podcast. L'idée, c'est vraiment que les gens s'y retrouvent, soient satisfaits sur le long terme. J'essaye de ne pas faire des choix uniquement en termes d'audience. C'est-à-dire que des fois, je fais des sujets où je sais qu'il y aura peut-être moins d'audience que d'autres podcasts, mais ce que je veux, c'est qu'à chaque fois, les gens s'y retrouvent et la sensation d'avoir appris des choses, d'avoir creusé un sujet, d'en savoir plus à la fin qu'au départ. Et donc voilà, le fait que l'audience continue de progresser et encore aujourd'hui, à une époque où des fois, ça peut être difficile en termes d'audience sur les différents sites d'information en France. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir parce que voilà, l'idée c'est d'entretenir avec les lecteurs, avec les auditeurs, des relations de long terme, encore une fois de confiance. C'est ça, je pense, l'enjeu principal pour les médias, c'est vraiment ce lien de confiance entre les lecteurs et les journalistes. Est-ce que vous échangez avec eux de temps en temps via certaines plateformes d'écoute ? Non, j'échange pas assez avec les lecteurs. Alors des fois on a des retours, on croise des fois des gens qui disent « Ah, je suis un fidèle de Code Source, j'adore Code Source » et ça fait vraiment très très plaisir. On a un mail, alors c'est vrai qu'on le donne pas très souvent le mail, parce qu'en fait quand on donne le mail à la fin du podcast, les gens nous écrivent et je tiens à leur répondre à chaque fois personnellement, et j'avoue que des fois je donne pas le mail en me disant voilà, si j'ai pas forcément le temps de répondre, mais je préfère autant ne pas donner le mail parce que ça servirait à rien, ce serait déceptif. Et après
Après, ce à quoi je suis très attentif, c'est les notes sur les applications comme Spotify ou Apple Podcast. On est sur 4,6 sur Apple Podcast, 4,7 sur Spotify, sur 5 évidemment, je précise. Et donc après 1700 épisodes, avoir ces notes-là, ça me fait très plaisir. Des fois, les gens vont critiquer tel ou tel épisode, ça peut arriver et ça nous fait baisser la note. Mais dans l'ensemble, on voit dans les petits messages aussi, les commentaires qui sont écrits, que les gens sont globalement satisfaits, même s'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Mais évidemment, ça aussi, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui, selon vous, fait le succès de Code Source ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, principalement, raison numéro 1, c'est qu'on s'appuie sur 400 journalistes, un peu moins maintenant, mais une forte implantation aussi dans les différents départements d'Île-de-France et dans l'Oise. Il y a vraiment un ancrage local du Parisien qui fait que c'est un journal ancré dans le réel, un peu comme ce que j'ai connu à Radio France, où il y a France Inter, France Info, des radios nationales, mais qui s'appuient sur tout un réseau de radios locales, une quarantaine de radios qui s'appellent Ici, maintenant. Moi, j'ai travaillé à France Bleu, maintenant c'est Ici. Et donc, au Parisien, c'est un peu la même chose. C'est à la base aussi au départ un journal de presse quotidienne régionale, très attaché à être au plus près des lecteurs et des lectrices. Et donc il y a ça principalement. Je pense que le côté storytelling, narration, journalisme narratif, ça paye aussi. Et puis aussi, justement, toujours dans cette idée de narration, le fait qu'on a beaucoup d'informations qui nous parviennent. Des fois, l'information va presque trop vite. On peut être des fois un petit peu perdu. Et nous, Code Source, on est un média un peu de rattrapage. C'est-à-dire que les gens ont des fois vaguement entendu parler de quelque chose, ont entendu parler à plusieurs reprises d'un fait d'actualité, mais ne savent pas tout sur ce sujet. Et en écoutant un Code Source, donc de 20-25 minutes, on va tout récapituler, résumer, et normalement, ça devient un tout qui fait sens, qui est plus facilement compréhensible. Et pour être transparent, moi, très régulièrement, quand je suis l'actualité, des fois, je suis un petit peu largué sur tel ou tel sujet, mais en préparant le podcast, en faisant le podcast, après, on y voit un petit peu plus clair. Voilà, donc je pense que ça, c'est un truc que les gens apprécient, le fait de pouvoir rattraper un peu ce qui leur a échappé sur un sujet en écoutant un seul élément sonore. Ce podcast, il a été lancé à peu près en même temps que La Story, le podcast des Échos, qui a un format relativement similaire au vôtre. D'ailleurs, j'ai interviewé Pierrick Fay sur ce podcast. Est-ce qu'il y a une vocation de se démarquer ? Comment vous faites ? Alors oui, Pierrick est un ami et collègue qui est dans le même bâtiment ici dans le 15e arrondissement de Paris. On se croise de temps en temps, des fois on mange ensemble à la cantine. Alors par chance, grâce à nos deux titres, on se démarque naturellement. C'est-à-dire que La Story des Échos est vraiment sur des sujets économiques, et donc le Parisien, Code Source, on est sur toutes sortes de sujets. Ça nous arrive de parler d'économie, mais moins souvent que La Story des Échos, et donc du coup il y a une sorte de positionnement naturel comme ça qui fait que chacun a sa place naturellement. Quels sont les épisodes qui ont le mieux marché ? Alors oui, il y en a 2-3 auxquels je pense. Au tout début de Code Source, on avait fait un sujet sur Blanche Gardin, humoriste qui à la fois était au top de sa popularité et qui ne répondait pas beaucoup aux interviews à l'époque. Donc du coup, on avait raconté un peu son histoire, une histoire assez folle, parce que tout début, quand elle a dans les 17-18 ans, elle était presque SDF, on va dire, en tout cas un petit peu à la dérive, un peu punk. Je pense que c'est un mot qu'elle-même apprécie. Et voilà. Donc son histoire était un peu dingue. On avait fait une très très forte audience sur ce podcast. Je crois que le fichier YouTube de ce podcast est à 1 million de vues, quelque chose comme ça. Et puis alors des fois on est très surpris par les sujets qui fonctionnent. Il y a les faits divers qui fonctionnent beaucoup quand même. Souvent nos meilleures audiences, quand on regarde de temps en temps les audiences, eh bien c'est souvent les faits divers. Et des fois aussi il y a des sujets internationaux. Je me souviens une fois on avait fait un sujet sur la milice Wagner, milice de Vladimir Poutine. Et ça avait été la plus forte audience de l'année en question. Je crois que c'était 2023 ou 2024, j'ai un doute. Et voilà, des fois on est surpris aussi par les audiences. Vous, qu'est-ce que vous avez appris avec ce podcast ? Qu'est-ce qui vous apporte, vous, peut-être plus personnellement ? Alors, je suis passionné par mon métier, je suis passionné par le journalisme, et donc moi je venais de la radio, et ça m'a permis d'abord de découvrir le fonctionnement d'une rédaction de presse écrite, d'un journal, d'un grand journal national français, de voir un petit peu comment fonctionnent les différents journalistes entre eux, la concurrence qu'il y a entre eux. C'est vraiment assez amusant et intéressant de voir ça quand on arrive au Parisien. Il y a une émulation, il y a une bonne camaraderie déjà dans la rédaction, mais il y a aussi de la compétition. Les journalistes au Parisien aiment sortir des infos, avoir des scoops, être présents sur leur matière. Ça m'amuse quelque part de regarder ça, ça m'intrigue. Je trouve qu'il y aurait il y a évidemment des films, il y en a eu qui ont été faits, des films à faire sur la presse et sur le fonctionnement d'une rédaction. Par exemple, le service police-justice du Parisien, il y a beaucoup de personnages très hauts en couleur qui sont tout le temps au téléphone avec des policiers, avec des avocats, qui sont très bien informés. Et il y a une sorte de galerie de portraits. J'adorerais faire un documentaire sur le service police-justice du Parisien. C'est assez bluffant en fait de voir fonctionner le Parisien. J'étais assez intimidé moi au départ quand j'assistais aux confs du Parisien. Donc il y a ça. Après, quelque chose
qui m'a beaucoup plu en travaillant sur les podcasts, c'est que je travaillais beaucoup, j'ai travaillé 15 ans à France Info et je faisais des reportages très vite. J'avais une vision du son que je qualifierais du son vraiment de l'audio, que je qualifierais de noir et blanc, en 2 dimensions. À l'époque, je me souviens, les ingénieurs du son de Radio France me disaient parle comme ci ou comme ça devant ton micro. Je savais pas à quel point c'était important. Et en travaillant sur un produit très travaillé au niveau sonore, avec des ingénieurs du son qui font l'habillage, donc je disais notamment Julien Moncouquiol, il y a aussi Pierre Chaffanjon qui travaille pour nous à distance. En travaillant avec des gens comme ça, j'ai mieux découvert l'univers du son. Je travaille déjà avec des ingénieurs du son à Radio France, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le podcast, on est encore peut-être plus attentif à la qualité du son, à l'habillage. Et en fait, très concrètement, j'ai découvert beaucoup de choses sur, encore une fois, le traitement du son, sur la musique. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a passionné presque par ailleurs, en dehors du travail. Et puis la narration, très clairement, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui ne sait pas raconter les histoires. D'ailleurs, à France Info, j'avais des collègues ou des chefs qui racontaient très bien les histoires. Ça m'a toujours fasciné, cette assurance que peuvent avoir certains en racontant les histoires. Et moi, je me disais, moi, je sais pas raconter les histoires, etc. Et au début de Code Source, j'ai dû faire l'effort de lire des livres sur la narration, de regarder des vidéos YouTube sur comment est-ce qu'on raconte des histoires. Et ça a été une vraie passion aussi, du coup, c'est devenu une sorte de passion. Régulièrement, d'ailleurs, des confrères du Parisien me posent des questions sur la structure de leurs livres, parce que souvent, les journalistes du Parisien écrivent des livres sur tel ou tel sujet. Et pour moi, c'est vraiment devenu comme une sorte de seconde nature de transformer un sujet journalistique en histoire, de se dire, la fin, elle est là, donc forcément, le début est là, les différents ressorts, ça va être ci et ça. Et donc voilà, donc du coup, j'ai appris plein de choses et ça m'a apporté vraiment beaucoup à tous les niveaux, quoi. À la fois sur, encore une fois, mon travail et sur mes passions à côté, quoi. On sent que vous êtes passionné, mais j'ai l'impression que c'est aussi le cas de beaucoup de journalistes. Donc. Tout à fait. Justement, ma dernière question, elle porte sur les enjeux auxquels fait face le journalisme aujourd'hui. Je pense qu'il y en a beaucoup. Je me demandais lesquels sont les plus prégnants pour vous en ce moment, et je pense aussi à l'arrivée de l'IA. Qu'est-ce que l'IA bouleverse aussi pour vous en termes de pratique? Pour être clair, moi, des fois, j'utilise l'IA un peu comme dictionnaire des synonymes. Des fois, je cherche le bon mot, etc. Donc, je vais dire, donne-moi 20 synonymes. Alors, c'est un peu de la fainéantise de ma part. Je pourrais ouvrir un dictionnaire des synonymes. Souvent, je demande à l'IA pour trouver des synonymes, pour m'aider dans l'écriture, des fois dans le choix d'un titre. Après, sur les pratiques et sur les enjeux, ce qui me semble un peu clé, intéressant, passionnant, des fois difficile, c'est le fait qu'on est de plus en plus dans différentes bulles d'informations, différentes bulles d'opinion. Très régulièrement, on sent que les opinions sont extrêmement tranchées sur tel ou tel sujet d'actualité. Et d'ailleurs, c'est très intéressant quand on est dans un média généraliste où on parle à tout le monde et on essaie de parler au-delà des chapelles, au-delà de telle ou telle opinion politique. Et ça, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, si on emploie tel ou tel mot, on peut être très vite considéré comme étant dans tel ou tel camp, donc quelque part s'aliéner toute une partie de l'auditoire. Et moi, j'ai vraiment envie de parler à tout le monde dans ce podcast en respectant tout le monde. Mais c'est vraiment un enjeu très, très difficile. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une société où on a de plus en plus de mal à se comprendre. Même les faits ne mettent plus tout le monde d'accord. Alors donc, j'ai pas forcément la réponse à ce problème, à cet enjeu, mais j'ai l'impression que c'est clé. On approche d'une élection présidentielle 2027 qui va être à la fois passionnante et à la fois pas forcément facile à couvrir. Il y a des enjeux de liberté de la presse, de démocratie, qui sont vraiment clés. Donc ma question, c'est comment traiter de ça chez Code Source. Voilà, encore une fois, j'ai pas forcément les réponses, mais on est dans une époque des fois difficile, bousculée, bouleversée, mais c'est évidemment passionnant en tant que journaliste, même si quelque part j'ai l'impression que, moi en tant que journaliste, des fois je me dis que l'actualité est presque beaucoup plus à la fois intéressante et plus délirante, inquiétante que ce que je croyais, que ce que j'aurais cru dans les années 90 quand je me suis lancé dans cette carrière. Mais on ne choisit pas son actualité et il faut être là pour la couvrir. Quand vous dites délirante, ça veut dire qu'elle sort de ce qu'on pensait pouvoir être possible, notamment en termes d'événements, mais aussi en termes, je suppose, de cadre spatio-temporel, de vitesse d'événements, de changement, de volatilité. Oui, c'est ça, ou même certaines déclarations. C'est-à-dire que quand j'étais jeune journaliste, il y a des déclarations de leaders politiques. Pour être clair, je parle du président américain Donald Trump. Je ne pensais pas un jour avoir à traiter un président américain comme Donald Trump, où il y a beaucoup de ses propos, de ses déclarations et de ses actes qui sont extrêmement surprenant. On verra ce que dira l'histoire sur Donald Trump dans 25 ou 30 ans. Mais certaines choses, quand j'ai commencé, je sais pas, il y a une trentaine d'années bientôt, il y avait des déclarations qui suscitaient des polémiques,
la personne qui avait été trop loin dans ses déclarations revenait en arrière, présentait des excuses. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de gens, que ce soit en France ou à l'étranger, mais disent n'importe quoi et ça ne les dérange pas et ça passe. Et le lendemain, ils disent une autre chose encore plus énorme et ça continue de passer. Et on en est dans cette époque. Et vraiment, il y a 30 ans, j'aurais jamais imaginé vivre une époque aussi bousculée, aussi folle par moment. Je suis surpris au quotidien. Surpris, mais toujours aussi passionné. C'est-à-dire que ça n'entache pas votre motivation, votre enthousiasme à continuer à couvrir l'actualité malgré les directions. Non. Il faut jamais désespérer. Quand on se dit qu'on vit des temps troublés, il faut quand même pas oublier que, par exemple, moi, j'ai mis longtemps à percuter là-dessus. Je suis né en 1977. En gros, je suis né une trentaine d'années à peine après la Seconde Guerre mondiale et après la Shoah, par exemple. C'est très proche. J'ai mis très longtemps à réaliser à quel point c'est une histoire extrêmement récente. Quand j'étais petit, ado, pour moi, la Seconde Guerre mondiale, encore une fois, l'atrocité de la Shoah, c'était en noir et blanc, c'était à la fois terrible, mais très loin. Et en fait, finalement, c'était pas du tout loin de ma naissance. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on vit des temps incertains, troublés, avec des guerres qui sont en cours. Puis, je suis journaliste, il y a toujours eu au moins une quinzaine de guerres en cours à travers le monde, 15, 20 peut-être. Donc, faut pas non plus redécouvrir la roue, quoi. Enfin, je pense que, voilà, sur Terre, il y a tout le temps des guerres, très régulièrement des guerres, des atrocités, des choses complètement dingues. Quand on parle, par exemple, je sais pas, des platistes, des gens qui veulent croire aujourd'hui en 2026 que la Terre est plate. Bon, voilà, il y a beaucoup d'irrationnel dans l'humanité. Il y a beaucoup de choses complètement dingues et ça ne doit pas nous empêcher. Au contraire, je pense que les journalistes ont beaucoup d'importance aujourd'hui, même si ils sont dans l'ensemble moins audible qu'avant. Moins audible parce que concurrencé par d'autres formats, parce que l'influence des réseaux sociaux. Exactement. Si on parle de podcast, il y a des podcasts aujourd'hui en France qui font des millions d'écoutes avec des contenus qui, à mon avis, sont truffés de choses fausses et ça dérange personne. Et ça, c'est aussi un problème. C'est-à-dire qu'un média, historiquement, a une responsabilité sur son contenu. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui estiment ne pas avoir de responsabilité ou qui, en tout cas, ne se font pas entendre là-dessus, qui sont très rarement attaqués sur la véracité des informations, etc., parce qu'elles sont importantes. Mais un média, historiquement, quelqu'un qui énonce des choses, qui met en avant des faits, qui tient des propos, etc., a une responsabilité. Que ce soit le créateur de contenu ou que ce soit le diffuseur de ces créateurs de contenu. Les grosses plateformes américaines, pour ne pas les citer, ont un rôle très important dans la diffusion massive de contre-vérités, de désinformation, et ça, c'est un problème énorme dont on ne parle peut-être pas assez aujourd'hui. On en parle, des choses sont faites, mais dans l'ensemble, je sais pas, le flot de désinformation sur toutes ces plateformes, donc encore une fois, qu'elles soient américaines, chinoises, etc., c'est un vrai problème majeur pour nos sociétés. Et je trouve que la réaction des politiques en Europe, aux États-Unis, elle est très faible par rapport à l'enjeu. Et ça, c'est quand même extrêmement surprenant. Je dis ça en tant que petit journaliste français dans son studio de podcast, mais c'est quand même assez surprenant. Merci beaucoup, Jules Lavie, pour ce partage, cet échange. Donc, je rappelle qu'on peut écouter Code Source partout. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt.